Un soir, dans un club que Roy Shaw protégeait, le propriétaire a reçu un ultimatum glaçant. Verser une pension hebdomadaire ou voir sa maison et son commerce réduits en cendres, le laissant, lui et sa famille, dans le dénuement le plus total s'il n'est pas tué. L'homme qui exerçait la pression était Paddy Mullins, un colosse irlandais qui ne proférait pas de menaces en l'air. Roy Shaw, âgé de 26 ans, a été appelé. Il était payé pour protéger le club. Lorsque Shaw a confronté Mullins dans le bar, la bagarre fut si brutale que l'un des hommes fut transporté d'urgence à l'hôpital et l'autre incarcéré à la prison de Brixton. Voici l'histoire du Limbo Club, un bar clandestin où l'on buvait tard dans la nuit, un réseau de raquettes et un milieu interlope londonien où les menaces se payaient dans le sang. À 26 ans, lorsqu'il s'est lancé dans le métier de protecteur, Roy Shaw avait déjà vécu plus de choses que la plupart des hommes n'en voient de toute leur vie. Pendant son service national en Allemagne, il a été interné après une série d'incidents violents, puis soumis à des électrochocs dans un asile militaire. Il a été renvoyé chez lui et démobilisé au motif qu'il était fou. Après cela, un séjour à Borstal pour vol, le traitement de choc court et brutal. Mais il s'échappa et finit par vivre en cavale, boxant sous le pseudonyme de Roy West pour le promoteur Mickey Duff. Malheureusement, il a perdu sa licence professionnelle à cause de ses frasques au centre de détention pour mineurs, ce qui a mis fin à une carrière de boxeur prometteuse et l'a entraîné sur une voie plus sombre. Londres, à cette époque, était un véritable Far West, des petites entreprises partout en ville, toutes à l'œuvre. Et puis, il y avait les durs à cuire des pubs et des boîtes de nuit. Fred Foreman les appelait les cow-boys du samedi soir. Beaucoup étaient des habitués des bars en semaine, mais semaient la pagaille après quelques pintes le week-end. Le club se trouvait en plein milieu. Nuit blanche, argent, alcool, femmes, jeux d'argent, hommes débordants de testostérone qui testent les limites. Si vous dirigez un club, vous avez besoin de protection. Et qui de mieux que Roy Shaw, un dur à cuire de 26 ans qui n'avait peur de personne. La protection était son nouveau domaine de prédilection, et il la prenait au sérieux. Le Limbo se trouvait au Wardour Mews, dans le West End, un bar clandestin ouvert tard le soir, appartenant à un homme d'affaires maltais. C'était un homme de famille, pas un bagarreur. Il en avait assez d'être maltraité, alors il a engagé Shaw pour repousser les brutes. À l'intérieur, c'était exactement le genre de pièce qui attirait les ennuis. Boissons, musique, femmes, méchants, argent qui change de main. Avant d'aborder la confrontation sanglante avec Paddy Mullins, voici une autre histoire qui s'est déroulée une semaine auparavant. Cela impliquait la personne même qui était censée protéger le club. Dans le Londres des années 60, on pouvait encore voir ces panneaux dans certains pubs et maisons d'hôtes. Ni noirs, ni chiens, ni irlandais. Mais dans le West End, au Limbo Club, ce genre de préjugés n'était pas de mise. Il y régnait une ambiance multiculturelle, ce qui pouvait parfois engendrer des frictions. Shaw s'y trouvait une nuit avec sa femme, Carolina. Il était élégamment vêtu, portant un manteau en cachemire de grande valeur. Deux hommes noirs ont invité Carolina à danser. Shaw ne considérait pas cela comme inoffensif. Il aperçut cela comme un manque de respect et n'était pas disposé à laisser passer cela. Dans son livre, il explique qu'il n'avait aucun problème avec la couleur de peau de quelqu'un, mais qu'il en avait un avec le fait qu'on invite sa femme à danser. Il en attrapa un et le repoussa loin de la table. L'homme a brisé une bouteille de bière et a fait signe à Shaw de le suivre. Grosse erreur, le portier a lancé une balle à Shaw pour rétablir l'équilibre. En un éclair, Shaw se mit à les frapper sauvagement avec une matraque lestée. Avec une telle violence, il les a tous deux réduits en bouillie. Il a continué à les piétiner et à les écraser jusqu'à ce qu'un grand Irlandais intervienne pour l'éloigner. Shaw, dans une rage folle, la bave aux lèvres, s'est lancé dans une attaque sauvage contre l'Irlandais, le jetant à terre où il l'a roué de coups. Finalement, Shaw a été persuadé de partir. Une ambulance est venue chercher les trois hommes qui avaient été roués de coups et qui étaient inconscients. Mais d'après le livre de Shaw, il n'était pas satisfait de la violence qu'il avait infligée. Je ne sais pas pourquoi il a pris en grippe l'homme qui a essayé de séparer les deux hommes, mais il a suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital en taxi. Il a laissé Carolina dehors, est entré, a trouvé l'homme en train d'être soigné et l'a frappé à nouveau avec la matraque. C'était le signe avant-coureur. Roy Shaw n'était pas seulement violent. Il pouvait devenir dangereusement instable lorsqu'il perdait son sang-froid. Puis vint Paddy Mullins. Mullins était un dur à cuire irlandais, mesurant 1,90 m, avec de larges épaules et une cicatrice qui s'estompait suite à un précédent combat au couteau. Il ne fallait pas le prendre à la légère. Un soir, il entra au Limbo Club et exigea une pension hebdomadaire du propriétaire.
Il a tellement terrorisé l'homme que celui-ci a accepté de lui donner de l'argent et des boissons gratuites. Le propriétaire maltais se rendit à son bureau et appela Shaw. C'était comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. Il s'arma d'un couteau de chasse et descendit au club. Shaw s'approcha de Mullins et lui acheta une pinte de Guinness. Au premier abord, cela semblait presque civil. Ce n'était pas le cas. Shaw expliqua que le club était protégé par lui et qu'il devrait se renseigner sur le nom de Shaw. Mullins lança un regard méprisant au jeune homme et lui dit sans embâche que c'était désormais son pub. Mauvaise réponse. Shaw l'a frappé le premier. Un énorme coup de poing en plein menton. Mullins a vacillé, mais il l'a attrapé. Ils se sont battus violemment, se fracassant dans le club, échangeant des coups tandis que les gens reculaient, puis Mullins s'est effondré. Shaw se tenait au-dessus de lui et le rouait de coups de pied, de poing et de bâton, l'un après l'autre. Mullins, allongé au sol, tentait de se protéger les dents et le crâne en se couvrant la tête avec ses épais avant-bras. Puis quelque chose de plus sombre s'est emparé de Shaw, une lueur de folie. Il prit un couteau de chasse. Shaw prit la lame et commença à la planter dans les jambes et le dos de Mullins alors que celui-ci était allongé sur le sol. La chair tendre se déchira lorsque le bord dentelé perça la peau. Du sang a commencé à se répandre sur le sol. Le redoutable homme de main irlandais, qui était venu s'imposer dans le club de Shaw, a été retrouvé en sang à ses pieds. Ce fut un acte de barbarie qui allait se répandre largement dans les bas-fonds londoniens. Roy Shaw était un homme avec qui il ne fallait pas plaisanter. Face à la violence de l'attaque, un témoin a contacté la police. Shaw a été arrêté et inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, puis placé en détention provisoire à la prison de Brixton. Un couteau de chasse, un homme blessé, une foule de témoins. Si la victime se présentait au tribunal et avouait tout, Shaw allait écoper de plusieurs années de prison. Lorsque l'affaire est arrivée devant le tribunal de Bow Street, l'accusation a rencontré un problème. Selon Shaw, la victime s'est levée et a affirmé lui avoir sauvé la vie. Il avait mis fin à l'attaque et l'avait mis en sécurité. Sans son courage, il serait certainement mort. Et grâce à ce récit, Roy Shaw fut libéré. Mais voici le plus intéressant. J'ai fait des recherches sur cette histoire pour vérifier qu'elle s'était réellement produite. Beaucoup d'histoires racontées dans les livres sont inventées, mais pas celle-ci. J'ai trouvé les comptes rendus d'audience dans des archives profondément enfouies. Cependant, les faits étaient différents de ceux décrits dans le livre. L'Irlandais était Mullins, Daniel Mullins. Mais le club n'était pas situé dans le West End, contrairement à ce que certaines versions de l'histoire laissent entendre. Il s'agissait du Nucleus Club à Holborn, et la scène du tribunal ajoutée pour une touche de drame. La réalité était encore plus frustrante. Mullins n'a jamais comparu devant le tribunal. La police n'a pas pu le retrouver. Et cette partie de l'histoire a tout simplement disparu dans le brouillard des boîtes de nuit londoniennes. Mais en faisant des recherches, je suis tombé sur autre chose. En 1964, un an après que Roy Shaw se soit battu avec 2 hommes à l'intérieur du Limbo Club, suite à l'incident impliquant sa femme, un meurtre a eu lieu devant ce même club. Le propriétaire maltais s'appelait Frank Farrugia, et les archives montrent que le club avait été lié à plusieurs incidents violents. Il s'agissait d'une rixe entre gangs impliquant jusqu'à 40 hommes, noirs et blancs, qui se battaient dans la rue. John Howard, un homme de 25 ans originaire de Deptford, a été poignardé à la poitrine et est décédé. C'est un petit détail dans la vaste histoire de Roy Shaw, mais il en dit long sur le monde qui l'entoure. Les swinging 60s sont souvent associés à la musique, la mode et la vie nocturne. Mais sous cette surface, les clubs londoniens pouvaient encore être des lieux brutaux, empreints de pression, de violence, de tensions raciales, de conflits entre gangs et d'hommes cherchant à se forger une réputation. Finalement, Roy Shaw est rentré chez lui après sa sortie de prison, juste à temps pour accueillir son fils Gary à la naissance. Mais il ne tarda pas à entamer un parcours beaucoup plus sombre à travers le système pénitentiaire britannique après avoir été emprisonné pour vol à main armée. Cette histoire sera racontée un autre jour. D'accord, si vous avez aimé, regardez ça sur le monde des clubs londoniens des années 1960. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur le club 211 de Fred Foreman, où Foreman gérait un casino au dernier étage, et la personne qui lui avait demandé de s'impliquer tenait un bar au rez-de-chaussée. Ce soir-là, dans ce bar, une jeune femme d'environ 16 ou 17 ans, quand une gamine, en réalité, s'est fait casser la mâchoire par un ancien boxeur. Et cet ancien boxeur faisait partie d'un gang. Ils se sont armés de manches de pioche et Foreman est arrivé en trompe du casino et il y a eu des représailles sur le parking, disons-le comme ça. D'accord, merci d'avoir regardé. Aimez et abonnez-vous, cela aide vraiment la chaîne.